Bienvenue à ce webinaire consacré à la compensation de la déficience auditive en situation de travail qui se passe dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées qui a lieu du 16 au 20 novembre. Donc cette semaine, au sein notamment de toute l'Europe et la France en particulier, avec des actions phares pour informer, former sur ce que sont que les situations de personnes en situation de handicap en situation de travail. Et donc, le Cap Emploi de Gironde a souhaité se mobiliser tous les jours de la semaine pour animer des webinaires auprès des employeurs et des médecins du travail sur des typologies de handicap spécifiques ou sur effectivement, comme on le fait aujourd'hui sur les déficiences auditives, mais surtout de travailler sur les moyens de compensation en situation de travail, puisqu'on ne va pas effectivement vous redire ce que c'est qu'un handicap auditif, vous le maîtrisez sur le bout des doigts, mais savoir après comment le compenser en situation de travail, dans sa variété aussi, ça peut être très intéressant à voir comme regard pour vous. Donc n'hésitez pas effectivement à échanger tout à l'heure, regarder vos questions, voire même les poser sur le chat dans le cadre de cette présentation. J'y répondrai évidemment tout à l'heure, mais on aura une partie qui sera dédiée aux questions et aux échanges. Donc on va commencer avec le sommaire de notre webinaire du jour. Donc, on va vous faire un petit premier rappel des missions de Cap Emploi, puisqu'effectivement, c'est toujours bon à avoir bien en tête la cartographie de ce que peut faire un Cap Emploi en lien avec vous. On verra ensemble les effets, les enjeux du handicap auditif en situation de travail. En tout cas, on les rappellera et on essaiera d'en dessiner une réalité, puisque les situations sont à ce point diverses que ça mérite effectivement de s'y poser. Je vous demanderai juste si vous avez la possibilité de couper vos micros de votre côté pour que ça nous évite effectivement des larcènes ou des bruits parasites. Logiquement, vous pouvez le faire relativement facilement depuis vos outils. Hop. Donc, après les enjeux sur le handicap, on parlera effectivement de la notion de compensation du handicap très rapidement. On passera sur des exemples de compensation concrètes en poste avec des situations que l'on a accompagnées au niveau du Cap Emploi de Gironde. Alors, notamment la situation d'un vendeur caviste qui a une déficience auditive et une infirmière d'entreprise dans la même situation. On échangera ensemble autour d'autres solutions et des préconisations un peu habituelles que l'on peut avoir, des zones de vigilance particulières au regard de la situation de handicap auditif. Et on va commencer en tout premier lieu, effectivement, par le rappel rapide de ce qu'est un Cap Emploi. Alors, le Cap Emploi, c'est une association loi 1901. Il y en a 106 en France, sur tout le territoire national, avec une compétence départementale. Et il peut y avoir 2 Cap Emploi par département, selon la volumétrie ou l'histoire particulière du département. Donc, on a une mission de service public. Et on est acteur du service public de l'emploi aux côtés du Pôle emploi, de la mission locale et de l'APEC. Notre spécificité, vous l'avez compris, c'est d'être expert de la relation emploi-handicap et de la compensation du handicap, que ce soit dans le parcours d'accompagnement de la personne, dans le cadre d'un demandeur d'emploi, par exemple, que l'on accompagne, avoir vraiment en tête tous les traits de son handicap et ce que ça peut générer derrière pour pouvoir l'accompagner de manière adaptée, tenant en compte cette dimension-là. Et de la compensation du handicap, évidemment, c'est arriver à compenser un handicap en situation de formation professionnelle, par exemple. Et nous, dans notre métier quotidien de consultant maintien, de pouvoir compenser la situation de handicap dans l'emploi directement. On est opérateur en conseil en évolution professionnelle, dispositif, je pense, dont vous avez déjà entendu parler, qui est porté par donc, le service public de l'emploi ainsi que Transition Pro, qui est la suite du fonds GESIF. Donc le but, c'est d'apporter aux personnes, quel que soit leur statut, ils peuvent évidemment être salariés et en emploi, de pouvoir leur apporter une information sur comment évoluer professionnellement et aussi tenant compte du handicap. On est conventionné par l'État, l'AGFIP, le FIPH, FP, qui est la même chose que l'AGFIP, mais pour la fonction publique, et le Pôle emploi. Et à ce titre, on est prescripteur des aides et mesures de droit commun et des aides spécifiques, donc les aides de l'AGFIP notamment, ce qui fait que par exemple, on peut être signataire officiellement des contrats d'accompagnement dans l'emploi, donc les CAE qui aujourd'hui s'appellent CUI PEC. On part sur les publics cibles du Cap Emploi pour que vous les ayez bien en tête.
Donc, on accompagne les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, tels qu'ils sont cartographiés effectivement au niveau du Code du travail ou en voie de l'être. C'est une précision qui a son importance puisqu'effectivement, on peut commencer à intervenir auprès d'une personne sur son poste, tant en insertion qu'en maintien en emploi, même si la personne n'a pas sa notification officiellement reçue et actée par la maison départementale des personnes handicapées. Ils peuvent avoir juste un accusé de réception. Et si vous, médecin du travail, vous préconisez que l'intervention est nécessaire par rapport à une dynamique dans l'entreprise, soit d'insertion, soit de maintien en emploi, on peut intervenir. On peut intervenir auprès de tous les employeurs soumis au droit privé, quel que soit le nombre de salariés, leur statut et même le fait qu'ils aient un accord handicap ou non. Et on intervient auprès des employeurs des 3 fonctions publiques, administration d'État, collectivité territoriale et fonctions publiques hospitalières, et ça correspond en 2019 à plus de 6000 personnes accompagnées. Le Cap Emploi toujours, on va essayer de parler en quelques instants seulement de notre offre de service pour que vous puissiez la maîtriser au mieux. Donc l'accompagnement vers l'emploi, donc je me dirige vers un emploi, je dois être accompagné dans le cadre de mon parcours en tant que demandeur d'emploi par exemple, ou dans le parcours de transition professionnelle. Et l'accompagnement dans l'emploi, donc là on accompagne des gens qui sont directement en situation de travail, tant en insertion qu'en maintien comme je vous le disais tout à l'heure. Et dans ces différentes dimensions, le but, c'est d'avoir tous les outils qu'il faut et de pouvoir les mettre à la discussion des personnes et des employeurs. Et on sensibilise, on informe effectivement sur la réalité du handicap en situation de travail. On accompagne et on conseille évidemment avec cette expertise spécifique. Pour les demandeurs d'emploi en particulier, on fait toute une action de préparation effectivement au retour sur le marché du travail avec tout ce que cela peut générer, action de formation, qu'elle soit rapide ou professionnalisante, diplômante, ça peut prendre même plusieurs années pour un vrai parcours de reconversion. Et puis acter effectivement de mettre en œuvre des immersions professionnelles pour que les personnes puissent aller s'expérimenter sur des postes de travail pour voir est-ce que le handicap est bien compatible avec ce poste-là et qu'on puisse intervenir à ce moment-là pour aussi faire l'étude des moyens de compensation. On a pour visée évidemment de sécuriser le parcours d'insertion d'une personne pour ne pas générer des problématiques derrière et pour ne pas avoir in fine une situation de maintien à gérer plusieurs temps après. On gère effectivement, bien évidemment, vous le savez, le maintien en emploi et après un ensemble de choses avec les employeurs telles que l'ingénierie de recrutement, d'être vraiment à leur côté par rapport à l'accompagnement de tout ce qui est politique RH concernant le handicap, recrutement concret, planning de recrutement, qu'est-ce qu'on met dans ce recrutement, comment on l'opérationnalise, quels sont les garde-fous que l'on peut mettre pour sécuriser l'emploi des travailleurs handicapés. Bref, on informe et on accompagne les employeurs sur tout ça. Et vous avez la chance, je dirais même, d'avoir un petit plus girondin, et notamment par la création récente d'un centre de ressources pour la compensation du handicap en emploi, le fameux CRCHE, qui aujourd'hui vous invitez à ce webinaire. Et notre vocation, c'est d'être ressource par rapport à notre environnement, tant le service public de l'emploi, tant évidemment les médecins du travail avec qui on collabore au quotidien, ou les médecins de prévention, que pour les employeurs ou les personnes, c'est de pouvoir amener des informations, amener de la connaissance pratique concernant la compensation du handicap en emploi dans toute sa variété. Vous l'imaginez, donc vous aurez dans pas très longtemps quelques très bonnes nouvelles de notre part sur des communications et des supports et l'accès à une banque d'informations effectivement sur tout ce qui concerne la compensation du handicap avec des supports tout à fait bien faits. On se fera un plaisir de vous faire découvrir très ça d'ici peu de temps. On va passer maintenant sur les enjeux, les effets et les enjeux du handicap auditif en situation de travail. Pour le salarié, dans un premier temps, je vous ai fait effectivement un ensemble de bulles qui essayent de distinguer quelques champs sur lesquels on va avoir une vigilance particulière. Donc, pour les personnes qui ont des déficiences auditives, alors il y a évidemment différents types de surdité, différents types d'atteintes et de niveaux, mais globalement, on va avoir ces éléments-là en tête. Donc, le comprendre et se faire comprendre, évidemment, pour le salarié, de pouvoir être dans une situation de pouvoir maintenir sa performance et ne pas être entravé au niveau des attendus que l'on doit mettre en œuvre sur son poste de travail. Évidemment, tenir en compte les aspects sécuritaires pour la personne et pour l'entreprise, pour les collègues. Maintenir sur le poste ou sécuriser effectivement une intégration, donc bien prendre en compte les effets du handicap auditif en situation de travail, ça a aussi cette vocation-là, c'est bien sécuriser l'intégration et puis bien pouvoir maintenir quelqu'un dans son poste après un événement.
On va tâcher d'avoir une attention sur l'accès et la compréhension de l'information. C'est vraiment un des enjeux phares dans cette démarche-là, puisqu'effectivement, quelqu'un dont un des sens est altéré pour comprendre l'information qui doit lui arriver pour qu'il puisse savoir comment travailler, où travailler, quoi faire, c'est nécessaire de travailler sur les chemins de l'information et la compréhension de l'information. Évidemment, dans ce champ de ce handicap un peu spécifique, on va travailler aussi sur éviter tous les mécanismes qui pourraient conduire à un isolement professionnel de la part de la personne, isolement professionnel qui pourrait être à l'image effectivement d'un isolement personnel. Un des buts aussi va être de pouvoir avoir une réflexion et un impact le plus entier possible sur la fatigabilité du fait des efforts de compensation qui sont mobilisés par la personne pour pouvoir entendre l'information ou pour pouvoir la comprendre. Et c'est un vrai champ important qu'on rencontre assez souvent avec des personnes qui sont effectivement presque à bout de force parce qu'en compensation quasiment perpétuelle pour comprendre ce qu'elles pourraient comprendre facilement si elles n'avaient pas de problématique auditive. On va essayer aussi d'avoir une réflexion et une intervention sur les risques d'erreur qui peuvent être générés par tout ça, et y compris la fatigabilité, les efforts cognitifs qui peuvent à un moment conduire la personne à ne plus être concentrée sur ce qu'elle est en train de faire. Et au global, aussi d'un point de vue équité par rapport à ses collègues, etc., de pouvoir faire que la personne puisse se voir évoluer ou se voir être promue sur une fonction, pourquoi pas, d'encadrement aussi. Donc en tout cas, c'est pouvoir lever les freins par rapport à ça. Je vous ai mis un lien ici en dessous, donc je vous ferai, effectivement, je vous partagerai le diaporama. C'est un lien super intéressant qui permet de simuler, avec des petites bandes audio, simuler le ressenti d'une personne qui a des problématiques auditives avec différents niveaux et qui permettent de se mettre vraiment à la place de la personne dans une configuration de discussion calme avec un interlocuteur en face à face et ensuite la même bande mais dans un environnement bruyant type un restaurant par exemple. Et donc il y a 3 ou 4 exemples comme ça avec des pertes auditives différentes, soit une légère, une effectivement médiane et une atteinte effectivement forte, et on voit effectivement l'impact de ce handicap auditif sur la capacité de la personne à comprendre. Donc retenez bien ce petit lien que vous aurez dans le diaporama, c'est pour faire acte de pédagogie, c'est vraiment très efficace. Les impacts et les enjeux potentiels pour l'employeur et l'entreprise. Maintenant, ça va se jouer effectivement au niveau RH, évidemment, pour des questions de maîtrise de l'absentéisme. Si on a des gens qui ne sont pas bien sur leur poste ou qui souffrent sur leur poste, il y a beaucoup plus de chances qu'ils soient absents que d'autres. Maintenir et développer voilà, les compétences qui fait partie voilà, du quotidien d'un salarié en situation de travail, qui a besoin d'apprendre, qui a besoin de sentir qu'il développe ses compétences ou qu'il développe d'autres savoirs. C'est un des facteurs principaux de motivation des gens en emploi. Maintenir dans l'emploi, évidemment, un des enjeux phares. Éviter les coûts qui sont liés effectivement à l'absentéisme, au turnover, et réduire bien évidemment les situations d'inaptitude qui, au-delà d'un coût financier pour l'employeur, sont parfois de vrais drames humains. Les enjeux humains et sociaux, donc ça peut être effectivement de maintenir ou d'améliorer le climat social dans une structure. Laisser une situation pourrir dans un coin d'entreprise, généralement, ça peut effectivement avoir des conséquences ou des résurgences autres. Améliorer les conditions d'activité de travail, éviter évidemment les risques d'inaptitude et agir sur les discriminations à l'embauche, parce que plus on est informé, plus on est sensibilisé ou outillé pour accompagner une personne, notamment qui a un handicap auditif, et moins on va mettre de freins au niveau du recrutement. Au niveau de la production et des enjeux économiques et financiers, effectivement, ça va être de réduire les coûts directs. Concrètement, quelqu'un qui va plus lentement sur son poste parce qu'il n'a pas la maîtrise de toutes les infos, ou qui à un moment va mettre une machine sur une chaîne de production en panne parce qu'il n'avait pas la bonne info sur la maintenance, ou les coûts cachés aussi, tout ce qui concerne effectivement ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on a quelqu'un qui est absent, on doit le remplacer au pied levé, la personne, il faut la recruter, il faut la payer, il faut la former. Et tout ça, ça va prendre du temps, de gens, de ressources en interne qui vont devoir lui expliquer comment ça fonctionne, etc. Donc tout ça, c'est des coûts pour l'entreprise. Au niveau du droit, c'est répondre effectivement à une obligation légale, répondre aux règles de prévention, notamment celle d'adapter le travail à l'homme, on y reviendra, et acter effectivement la compensation raisonnable, voire même l'accessibilité des locaux. Et enfin, d'un point de vue sécuritaire, c'est répondre à une obligation légale sur la mise en sécurité des salariés, et c'est un des points cruciaux concernant l'emploi des personnes qui ont des problématiques auditives. Au niveau de la compensation sur
cette notion de compensation qui va être relativement simple, hein, vous l'imaginez. Donc, c'est un mécanisme qui permet d'atténuer ou de supprimer les effets ou les conséquences d'un handicap sur un poste de travail afin de ne prendre en compte que la compétence professionnelle. Donc, pour nous, la visée, c'est effectivement d'intervenir en situation de travail, comprendre la situation de travail et essayer de pouvoir faire en sorte que le handicap ait le minimum d'effets possible, pouvoir bien cartographier les différents effets que ça peut avoir et pouvoir après, point par point, essayer de répondre qu'est-ce qu'on fait en fonction de tel aspect problématique, comment on corrige ça derrière ou comment on adapte ça pour une personne qui n'entend pas bien ou qui n'entend pas du tout. Et ça fait partie effectivement, cette compensation, des 9 principes généraux de la prévention, et notamment sur son principe d'adapter le travail à l'homme. Concernant maintenant la nature des compensations, elles peuvent être très variables, comme vous l'imaginez et comme vous le savez, puisqu'on peut avoir des compensations qui vont être sur le registre technique. Ça peut être effectivement des systèmes de flash, des systèmes de microphones spécifiques et autres. On peut avoir des solutions organisationnelles, on va les détailler effectivement tout à l'heure, mais c'est de voir dans une organisation de travail identifiée comment on peut faire en sorte de trouver le meilleur compromis pour que la personne en situation de handicap auditif, si on ne trouve pas d'aménagement, concrètement, comment on peut faire d'un point de vue organisationnel pour que la mission puisse être menée à son terme et que l'activité puisse tourner. Ça peut être des aides humaines aussi en compensation. Ça, on le détaillera peut-être un petit peu moins aujourd'hui, puisque on ne peut pas malheureusement tout détailler dans ce format un peu court. Mais voilà, il peut y avoir effectivement des possibilités, notamment sur des situations éphémères, de pouvoir gérer effectivement avec des aides humaines en compensation du handicap. Ça peut être effectivement aussi une compensation pérenne, puisque l'aide humaine, ça peut être par exemple de faire intervenir un interprète en langue des signes pour pouvoir compenser pour une personne ou communiquer pour une personne qui ne maîtrise que ce langage-là. On a aussi accès éventuellement à des aides financières pour compenser les situations de handicap, notamment sur les reconnaissances de la lourdeur du handicap. Et puis les autres, effectivement, les autres compensations, ça peut être un moment de se dire le poste est plus accessible pour la personne avec sa nouvelle situation de handicap auditif. On va la former ou on va faire un parcours de formation pour qu'elle puisse rebondir sur un autre poste où le handicap auditif sera moins une difficulté. On va passer maintenant sur les exemples de situations de travail que l'on a accompagné au niveau du Cap Emploi Gironde. Et là, notamment pour cet exemple-ci, l'exemple d'un conseiller vendeur caviste à son compte. Donc, il y a une boutique qui est une cave à vin et dans lequel, effectivement, il va dispenser des conseils et ventes en vin, bière, champagne, spiritueux. Et il peut organiser aussi certains événements dégustation pour des temporalités particulières ou avec la rentrée d'un nouveau vignoble. Il peut effectivement être amené à faire de l'organisation d'événements. Donc, c'est un monsieur qui est conseiller caviste, qui est en CDI temps plein. Alors, je pense que CDI, ça doit être une erreur parce qu'il est gérant à son compte et il est en activité. Ce monsieur, quand on le rencontre, et ses missions, tâches principales, c'est conseiller et vendre les produits qu'il vend dans son magasin et assurer notamment le service et les conseils durant les événements de la structure. Donc, c'est un monsieur qui a un handicap auditif, effectivement, suite à un traumatisme sonore, et il a une déficience auditive bilatérale moyenne, et il a déjà un appareil auditif qui lui permet effectivement déjà de remonter un peu au niveau des sons qu'il peut entendre. Contrainte en lien avec l'état de santé, c'est une personne qui a des difficultés au niveau de la perception, au niveau de la compréhension, de la localisation des sons et des paroles, sauf quand effectivement le volume est assez élevé, et une sensibilité, comme c'est le cas dans beaucoup de situations de handicap auditif, une sensibilité particulière aux environnements bruyants. Et donc ça peut être le cas notamment quand il organise des événements ou quand il y a plusieurs clients de manière simultanée dans son commerce. Les contraintes en situation de travail, elles sont de 3 ordres principaux. La première, c'est la difficulté à percevoir l'entrée des clients dans le commerce, notamment quand il est dans sa réserve. Donc, il y a une petite sonnette un peu faible, effectivement, qui ne fait pas un bruit suffisant pour que ce soit accessible pour lui et qu'il puisse l'entendre, notamment quand il est en réserve ou à la cave. La difficulté dans la compréhension des échanges, notamment quand il y a plusieurs clients présents dans la structure.
et l'impact du niveau sonore de l'environnement lors des événements. Donc là, concrètement, quand il y a une dizaine ou une quinzaine de personnes dans son local, qui n'est pas très très grand, ça fait de suite un volume sonore qui est très élevé, et pour lui, c'est difficile d'entretenir une conversation, même en face à face, dans un environnement qui va être complexe au niveau sonore. Donc les effets sur le salarié et l'entreprise, on a un risque effectivement de dégradation de son état de santé, d'accroissement effectivement des contraintes qui vont être liées à la charge cognitive qu'il déploie tous les jours, puisqu'effectivement, quand il est dans sa réserve et qu'il doit être en vigilance effectivement importante pour pouvoir se dire, est-ce que quelqu'un n'est pas en train de sonner? Donc il y a toujours effectivement une attention qu'il doit porter à ça en compensation. Il a effectivement une perte d'efficacité et de productivité, surtout les moments où effectivement où il doit faire répéter aux gens, ou alors où il doit aller vérifier qu'il n'y a personne dans sa boutique alors qu'il est à l'arrière de la boutique. Et il peut y avoir potentiellement une augmentation des erreurs lors des commandes, pour les commandes passées par téléphone notamment. On peut avoir une entrave aussi, très clairement, dans la relation clientèle. Si quelqu'un a une voix un peu faible ou a des difficultés d'élocution, ça peut être compliqué pour lui. Et je vous le disais tout à l'heure, s'il est dans sa réserve, il peut y avoir aussi une augmentation du vol par des personnes mal intentionnées qui peuvent entrer dans sa boutique et en ressortir discrètement. Les effets sur l'entreprise, vous l'imaginez, il peut y avoir effectivement une perte liée à la productivité sur le poste, un manque à gagner, puisqu'effectivement, au niveau du vol, la démarque inconnue, de suite, c'est à la charge effectivement de l'entreprise. Et puis une satisfaction cliente qui peut de temps en temps être contrainte si on n'a pas l'impression de pouvoir échanger dans tous ces détails avec une personne, ou qu'on a à répéter une phrase sur deux, ça peut être effectivement un petit peu difficile d'échanger avec cette personne. Donc les enjeux humains, ressources humaines, économiques et financières, puis au niveau de la santé et de la sécurité du monsieur sur son poste. On a donc déployé plusieurs solutions pour ce monsieur sur son poste, et notamment en lien avec un prestataire qui s'appelle Surdicité et qui travaille sur un ensemble de matériel, et notamment ces matériels-là ce matériel-là qui est un émetteur d'alarme dont la gamme s'appelle LISA, et ça permet effectivement de pouvoir détecter l'ouverture de la porte, détecter le son qui est fait par l'ouverture de la porte, et pouvoir derrière l'envoyer à un récepteur vibrant qui va être dans la poche effectivement de notre bénéficiaire caviste, et qui va pouvoir l'informer que la porte, en gros, s'est ouverte et que quelqu'un est rentré dans le commerce. Alors, on a deux matériels. On a effectivement ce petit récepteur vibrant, et on a un autre émetteur qui ressemble en tout point à celui que vous voyez au-dessus, et qui fait aussi flash lumineux. Donc, il va être lui positionné effectivement dans la réserve, et qui va pouvoir lui émettre un flash quand le premier émetteur a capté que quelqu'un rentre dans la boutique. Donc, ça peut effectivement alerter par sonnerie, ça peut alerter par vibration, et le monsieur peut le porter effectivement à la ceinture, ce qui fait qu'il peut le déplacer en tout instant et ne pas rater de vibration qui pourrait l'informer que quelqu'un est rentré. Et donc, ça réduit pour lui la charge mentale, cognitive et psychique qu'il a pendant cet instant-là, où il doit être en vigilance perpétuelle, à savoir qu'est-ce qui se passe dans sa boutique. Donc ça, c'est un premier système qu'on a pu mettre en œuvre avec lui, qui avait vraiment pour but de lui permettre de compenser sa difficulté à ne pas entendre les ouvertures effectivement de la porte, et de pouvoir être prévenu avec un flash ou un vibreur. La deuxième grande solution qui a été déployée effectivement sur le poste, c'est de se mettre en lien avec un prestataire de panneaux acoustiques qui se trouve à Gradignan, qui s'appelle Texa, et qui du coup nous a proposé, qui nous a fait une étude effectivement du lieu de travail, et qui a proposé ensuite des matériaux absorbants, donc des panneaux acoustiques qui vont absorber des ondes sonores de l'environnement, pour essayer de réduire les questions d'écho, de réverbération du son. Il y avait effectivement des parois vitrées qui faisaient pas mal de réverbération du son dans l'environnement, et qui permettent de baisser effectivement ces réverbérations, de les casser ou de les atténuer, et ensuite de réduire globalement le volume sonore général. Donc on a, voici effectivement les panneaux en question.
Ça se paramètre effectivement un peu finement au niveau des dimensions, au niveau du nombre de panneaux, donc il y a des calculs voilà, acoustiques qui se font avec les prestataires. Et le but, les gains attendus, c'est effectivement une diminution des émissions de bruit par absorption, une facilité de communication et l'échange d'informations et une réduction du nombre d'erreurs. Concrètement, si le volume sonore baisse de 20% grâce à ces panneaux, bah, c'est d'autant plus d'infos que ce monsieur va pouvoir, auquel il va pouvoir avoir accès. Donc, on a mis en place effectivement ces solutions pour lui qui ont été financées, cofinancées par l'AGFIP sur son poste de travail, puisque même en tant que TNS ou même libéral, on peut avoir des financements, des aménagements de situations de travail. Et généralement, ces matériels sont pris en charge. Alors, pour les matériels techniques, vibreurs, etc., c'est comme c'est à usage unique de la personne et en compensation stricte de son handicap, on est sur des taux importants, généralement 70-80%, voire plus, selon certains contextes. Et sur les panneaux acoustiques, ça dépend des situations, on peut être entre 50 et 70-80%. On va passer sur un deuxième exemple d'aménagement de situation de travail en changeant complètement de domaine d'activité, puisque j'ai eu le plaisir d'accompagner cette infirmière d'entreprise il y a 1 an et demi maintenant sur son poste de travail. Alors, elle travaille dans le domaine des assurances, dans une structure nationale qui a effectivement beaucoup de salariés. C'est une grosse structure. Et donc, elle est infirmière d'entreprise sur le local de Bordeaux, qui concentre environ 200 à 300 salariés. C'est une dame qui est en CDI depuis le début des années 2000, qui est en contrat à temps complet et qui est actuellement, qui était en activité effectivement quand on l'avait rencontrée. Et ses tâches principales, je pense que vous les dessinez déjà relativement bien, mais c'est l'information, le conseil, la sensibilisation par rapport à la santé au travail, les postures de travail aussi. Elle intervient typiquement un peu fréquemment sur des postes bureautiques pour aider les personnes à trouver le meilleur compromis au niveau de l'installation. Elle fait des interventions en poste, bien évidemment, quand il y a des personnes qui peuvent faire un malaise ou qui ont une difficulté. Et plus globalement, elle a le suivi médical des salariés en charge, en lien avec les services de sécurité, le service de santé au travail et les services de santé externes. Le médecin du travail nous sollicite par rapport à cette dame pour travailler sur l'identification des moyens de compensation, puisqu'elle a un handicap auditif unilatéral sur l'oreille gauche, avec un déficit de 40%. Et c'est une situation qui est assez récente, puisqu'effectivement, elle a eu des otites à répétition, mais voilà, sur une des dernières, ça a baissé quand même de manière assez importante en relativement peu de temps. Et donc, ça a été un peu brutal pour elle de se retrouver dans une situation de complexité au niveau de son environnement de travail et de la compréhension des échanges. Donc, elle a quand même eu une difficulté à prendre en compte la situation de handicap dans sa complexité et d'être aussi à l'aise avec ça. C'est-à-dire qu'elle est un peu représentante de la santé au travail et le fait de savoir qu'elle était elle-même en situation de handicap, ça pouvait occasionner une petite difficulté en termes de posture pour elle, sur laquelle on a travaillé ensemble et on a essayé de la faire cheminer sur cette question-là et pour qu'elle puisse de moins en moins le voir comme un frein, mais plutôt comme presque comme un avantage, ou en tout cas, que ce soit complètement naturel pour elle dans sa communication et dans sa posture et dans sa personne. Elle avait des contraintes fortes au niveau des entraves de la communication interpersonnelle, alors que ce soit en face à face, quand elle reçoit les gens dans son bureau, ou dans les contextes collectifs, et notamment quand on avait plusieurs pompiers ou plusieurs personnes des urgences, par exemple, qui pouvaient venir pour récupérer quelqu'un sur le lieu de travail et avoir plusieurs personnes autour d'elle qui conversent en même temps. C'est une vraie difficulté et il y a des grosses difficultés de concentration et de compréhension plutôt à ces moments-là. Donc, les situations de travail contrariées, on a repéré la difficulté de la prise d'information, donc dans le face-à-face notamment, collectif ou individuel. Compréhension en face-à-face avec les salariés, puisque les volumes sonores des conversations sont plutôt faibles. Quand on vient dans le bureau de l'infirmière pour se confier sur des problématiques de santé, généralement, on parle sur un volume très faible. La compréhension dans les environnements sonores contraints, donc les open space, qui sont légion dans cette structure, la salle de restauration, et qui est une horreur absolue en termes acoustiques, puisqu'elle est bordée de vitrages partout.
et les salles de réunion, effectivement, qui sont assez vastes, un peu moins vitrées, mais quand même un peu problématiques. Et elle a une vraie difficulté dans les compréhensions lors d'échanges multiples, ce que je vous illustrais il y a quelques instants sur l'intervention conjointe des pompiers et des urgences, notamment pour une situation d'un salarié en difficulté. Elle a une difficulté au niveau de la perception de l'origine des sons, ce qui la perturbe beaucoup. Quand elle entend un son, elle ne peut plus aujourd'hui savoir précisément d'où il vient. Et il y a des efforts effectivement derrière. Donc ce que je marque après, effectivement, les efforts de compensation qui sont liés notamment à la concentration qu'elle doit mettre en œuvre pour bien comprendre ce qu'on lui dit, et pour le téléphone, et pour toutes ces dimensions-là. Il y a une fatigue auditive, une fatigabilité générale qui s'opère par les efforts de compensation. Une potentialité de risque d'erreur aussi, et dans son métier, on peut difficilement de parler d'erreur, donc c'est vraiment un champ sur lequel il faut avoir une attention particulière, en tout cas essayer de la faire remonter au maximum sur sa capacité à entendre les messages pour éviter voilà, les risques d'erreur. L'entrave dans la communication et la prise d'information, comme on se le disait, le risque de dégradation de l'état de santé et potentiellement un risque d'isolement aussi, puisque si cette dame elle ne peut plus aller manger à la cantine le midi et qu'elle a des difficultés en face à face avec ses collègues proches et ses collègues de son service, au fur et à mesure, son périmètre social des gens qu'elle voit au quotidien ou avec qui elle échange, ça peut se réduire très vite et de manière très prononcée. Donc pour cette dame, on a travaillé sur plusieurs points, et notamment, bon, je vous passe effectivement les aspects de sensibilisation qui malheureusement n'ont pas pu forcément se mettre en œuvre puisque la personne qui était au RH a quitté ses fonctions, ça a été repris par la RH parisienne, donc on est en train d'y travailler voilà, encore aujourd'hui. Mais techniquement, on a mis des choses en place, et ces éléments en place ont été très très bien accueillis et ont surtout été d'une performance presque inattendue par la bénéficiaire, et donc d'un vrai secours au niveau de son activité de travail. Donc là, je vais vous parler d'un matériel qui est fabriqué par un fabricant qui s'appelle Phonak, qui est spécialisé dans les matériels, notamment des prothèses auditives, et qui a développé toute une gamme de matériels complémentaires par rapport aux situations de travail, et notamment des microphones professionnels, comme vous le voyez ici. Donc la petite galette que vous avez en bas à droite, c'est un micro avec des zones identifiées. À chaque fois qu'il y a un liseré à l'extérieur de ce rond, c'est une zone où le micro peut aller capter. Donc en fait, c'est un microphone spécifique avec des filtres de fréquence qui favorisent la voix. C'est-à-dire que dans un environnement, la grande difficulté avec les personnes qui ont des problématiques auditives généralement, c'est d'arriver à comprendre la voix alors qu'à côté, il y a un vidéoprojecteur qui tourne, ou qu'il y a le collègue à côté qui tape sur son clavier, ou qui fait clac, clac, clac avec son stylo. Donc c'est ces petites perturbations-là qui empêchent d'entendre généralement la voix dans sa clarté. Donc ce microphone-là, il capte la voix, il le restitue. Il met une priorité, il privilégie la voix et le restitue directement dans l'appareil auditif de la personne par le système de boucle magnétique. Donc il y a un système pour conduire les sons qui existe depuis les années 60-70. C'est une vieille technologie mais qui fonctionne très bien, qui est très fiable. Et du coup, le son il est capté par le micro, il est envoyé soit sur un petit collier récepteur qu'on porte ici et ensuite c'est envoyé à l'oreille, soit directement dans les prothèses si elles sont équipées des toutes dernières technologies. Donc c'est un microphone qui se pose sur la table pour les petites réunions plutôt de 4 à 5 personnes, et qui a un périmètre de capture autour de lui d'1,50 m. Et comme je vous le disais, on peut choisir l'orientation de la capture. Alors on le voit sur la petite illustration qu'il y a au-dessus. On peut dire au micro, par exemple, de ne capter que le son qui vient de la droite, pour écouter que la personne qui parle à sa droite. Et si les deux autres en face ont une conversation, on peut les éluder au maximum. Donc pour elle, c'est effectivement une compréhension facilitée dans les échanges en face à face et en petit collectif, et elle peut gérer qui elle veut ou qui elle doit entendre dans le cadre de ces réunions ou de ces échanges avec les personnes, puisque ce petit micro, elle l'utilise aussi et surtout dans les échanges en face à face qu'elle a avec les gens dans son bureau. Donc elle pose le micro sur la table et ça lui permet effectivement d'entendre très confortablement la personne, et même si elle a des déplacements à faire dans son bureau ou aller répondre au téléphone, elle peut continuer à converser avec la personne pendant qu'elle chemine dans son environnement. La deuxième solution technique qu'on a mis en œuvre, qui est connexe à celle-ci, mais plus puissante, et qui a un autre objet, c'est de travailler sur les grandes réunions, notamment les réunions qui sont de plus de 5 personnes, donc à partir de 5 jusqu'à 15, ou 12, 15 on va dire, ça dépend après des contextes évidemment, mais on peut mettre ces microphones en réseau, ce qui nous permet d'avoir 3, 4 potentiellement microphones sur la table, sur toute une grande table, s'il y a une réunion de 30 ou 40 personnes, même si ça commence
peut-être on pourrait s'orienter vers d'autres matériels un peu plus adaptés quand on arrive sur des réunions de 40 personnes. Donc là, c'est plutôt de mettre en réseau 2 micros, en gros, quand on a une réunion entre 10 et 20 personnes. Donc c'est le même type de technologie, hein, c'est un microphone là qui est multidirectionnel. Celui-là, on ne choisit pas là où il capte tout à 3 mètres autour. Et il y a un filtre effectivement de fréquence qui privilégie la voix et qui transmet le son toujours dans la prothèse auditive de la personne pour engager le maximum de compréhension possible et éviter toutes les contraintes de l'environnement. Et donc là, c'est plutôt pour les grandes réunions. Il y a une télécommande, donc on peut gérer le son plus ou moins fort, on peut le couper à certains moments et ça peut être mis en réseau, comme je vous le disais, donc plusieurs appareils reliés les uns avec les autres pour capter effectivement le son des voix. On a donc une compréhension facilitée dans les échanges collectifs de plus de 5 personnes. Et c'est quelque chose qui est extrêmement discret. Voilà, à titre d'exemple, on avait fait une réunion au Cap Emploi avec un service d'ergonome qui était venu nous rencontrer pour échanger sur des dossiers et sur des prestations. Et du coup, j'avais vu un ergonome mettre ce petit micro-là sur la table tout à fait discrètement. Il l'a mis en œuvre et ensuite, ça lui a permis de suivre confortablement la réunion. Donc, il n'y a même pas forcément besoin de sensibiliser toute la table à savoir qu'est-ce que c'est que cette petite galette. Ça peut aussi se fondre dans l'environnement pour que les personnes puissent éviter de devoir justifier de ce matériel-là en lien avec leur problématique de handicap. On sait que généralement, les personnes veulent qu'on oublie au maximum leur situation de handicap. Donc, ces matériels-là sont très discrets, très efficaces. Ça peut aider effectivement à résoudre quelques problématiques de ce type-là. Alors, je vous ai mis ici en lien une vidéo. Je vais essayer de vous la diffuser en espérant que vous ayez le son et la vidéo qui ne soient pas saccadés. Alors, au pire des cas, vous perdrez 2 minutes, mais je pense que ça devrait pouvoir fonctionner. Alors, je vous lance la page vidéo où vous avez le témoignage d'une personne qui porte ses matériels Phonak toute la journée dans son activité de travail. Que j'en ai besoin dans quasiment toutes les situations pour être sûr de ne pas louper d'informations. Et je l'utilise également systématiquement pour décrocher mon téléphone. Finalement, aujourd'hui, j'ai une grande gymnastique avec ce Roger Select parce que je peux effectivement à la fois le mettre en centre de table lors d'une réunion. Je peux également l'accrocher sur quelqu'un si je suis en train de discuter, notamment en position debout, c'est plus pratique. Je peux également effectivement le positionner près d'un téléphone si on est en conf call. Donc voilà, aujourd'hui, je dirais que c'est un peu un automatisme, mais je l'ai en permanence avec moi, sur moi, dans la main, et je le déplace au fil de l'eau, lors des échanges avec les gens. Donc voilà, c'est cette possibilité de suivre des réunions, d'échanger au téléphone. Et finalement, j'ai même des situations où je me retrouve à mieux entendre qu'eux. Quand on est en réunion debout, ou quand on est nombreux et qu'il y a du bruit dans la salle, finalement, c'est eux qui me font répéter. La meilleure chose que je puisse dire sur ces solutions techniques que j'utilise aujourd'hui, c'est qu'elles m'ont incontestablement permis de continuer à être intégrée professionnellement, hein, et puis d'être épanouie comme je le suis aujourd'hui. Donc l'exemple effectivement de cette dame qui porte au quotidien son matériel Phonak sur elle et sa petite galette micro, et selon les usages, voilà, elle peut effectivement le mettre sur la table ou le faire accrocher au veston d'un orateur sur une réunion principale. Donc il y a plusieurs possibilités de le mettre en œuvre, et c'était vraiment efficient. Moi je l'ai mis en œuvre plusieurs fois sur plusieurs situations, notamment des gens qui étaient très très proches de l'inaptitude. Notamment une personne dont j'ai souvenir sur une grande entité publique qui gérait l'accueil physique et téléphonique d'une structure, et qui, du coup, une fois que j'étais arrivé en bas du bâtiment, m'a dit, je l'ai appelé, et elle m'a dit, je suis désolé, je vous entends pas, je vais devoir raccrocher. Donc bon, j'ai réussi quand même à rentrer et à pouvoir m'entretenir avec elle, et on a mis en place effectivement ces solutions qui lui ont permis vraiment de reprendre le téléphone concrètement,
avec des systèmes de câbles et d'adaptation un peu spécifiques. Mais elle a repris le téléphone, elle a repris les réunions et surtout elle a repris la vie avec ses collègues le midi, notamment, et ce qui était assez inestimable pour elle, parce que c'était voilà, une des choses qui la faisait le plus souffrir, c'est d'être au fur et à mesure de plus en plus isolée. Rapidement, pour vous donner voilà, d'autres pistes de réflexion et de connaissances sur les mécanismes de compensation et sur quelque chose de fondamental, comme je vous disais depuis le début, à savoir la communication et la prise d'informations. Donc globalement, on a une vigilance sur l'accessibilité des informations et la compréhension des échanges interpersonnels, des consignes, des réunions et aussi une capacité à gérer l'imprévu. On est tous dans nos quotidiens de travail souvent peu repérable, c'est-à-dire qu'on ne sait pas forcément ce que l'on va faire au jour le jour, et l'imprévu, ça fait changer un ensemble de choses qui sont très faciles à communiquer comme ça d'un coup de téléphone et qui sont un peu moins faciles pour une personne qui n'a pas accès complètement à l'info. Donc les solutions qu'on peut mettre en œuvre régulièrement, c'est, vous l'imaginez effectivement, de l'interprétariat physique ou à distance, puisqu'aujourd'hui il y a des plateformes d'interprètes qui existent et qui sont assez performantes et qui permettent d'avoir une gestion un peu plus facile de ça, parce que les interprètes officiels, il faut les réserver à 2 ou 3 semaines à l'avance, donc c'est plutôt bien pour les réunions mensuelles ou les entretiens annuels d'évaluation ou de suivi. Par contre, c'est un peu plus difficile de les faire rentrer dans une réalité de travail et faire que ça puisse qu'ils puissent être présents au bon moment. Il y a aussi effectivement le codage LPC, le langage parlé complété, ou la lecture labiale sur laquelle il faut essayer d'avoir au moins une information par rapport aux collègues et à l'employeur, puisque la lecture labiale permet de comprendre une partie du message, pas tout. Et donc il faut avoir une vigilance effectivement là-dessus. Il y a quelques règles effectivement pour pouvoir le faire correctement, mais surtout il y a quelques petits critères à tenir en compte pour que ce soit efficient. On a effectivement l'utilisation d'outils de retranscription instantanée, voilà, sur lesquels on s'informe pas mal en ce moment. Et il y a des nouvelles choses qui sortent qui sont plutôt intéressantes, notamment de Google. Voilà, des outils qui permettent de retranscrire en direct la parole sur un support informatique. L'utilisation d'outils collaboratifs, donc notamment, je sais que j'ai préconisé il y a quelques semaines de ça une personne sourde qui était graphiste et qui s'insérait dans une entreprise de services numériques et qui du coup, je leur ai proposé de travailler sur Slack, qui est un outil voilà, qui permet d'avoir une messagerie instantanée et puis des fils de discussion par thématique. Et donc, toute entreprise s'est mise à cet outil-là et ça leur permet effectivement, par le biais de communication écrite ou avec d'autres supports, photos ou PowerPoint ou autres, ils peuvent échanger sur des contenus projets, par exemple. Et ça peut permettre aux personnes sourdes ou malentendantes d'avoir une lecture et une participation aux échanges en collaboration avec l'équipe au lieu d'avoir à aller récupérer au fur et à mesure toutes les infos et avoir l'impression de toujours courir après le train. On a aussi évidemment des préconisations sur l'accessibilité des éléments d'information relatifs à l'exercice professionnel, donc ce qui concerne les plannings, la compréhension des process, l'adaptation de certains process aussi, hein, si besoin, et l'information aux salariés, notamment ma vie de salarié, comment mon employeur communique avec moi sur ces informations-là, sur les formations, sur les visites médicales, sur tous ces champs-là sur lesquels il faut voilà, au moins réfléchir un peu sur comment on communique auprès des personnes qui vont avoir des problématiques auditives. Encore une fois, ça va varier si la personne est sourde, malentendante, appareillée ou non, ou comprenant ce qu'on peut lui dire dans une communication de face à face. On peut aussi préconiser aux personnes la frappe et la communication d'un compte-rendu pour toutes les réunions qui vont être faites si on n'a pas pu mobiliser d'interprète ou si à un moment l'interprète n'a pas pu être là, ou même pour avoir mémoire effectivement de ce qui a été indiqué. On a aussi dans ces solutions de compensation des dimensions évidemment humaines et organisationnelles qui sont à tenir en compte, qui sont très variables encore une fois en fonction des situations. Mais évidemment, on ne passe pas souvent l'étape de la sensibilisation du collectif de travail. C'est important de créer un terreau favorable pour que les personnes puissent être reçues, comprises. Aussi, de se dire que quand on passe et qu'on dit bonjour à une personne qui ne nous répond pas, c'est peut-être pas qu'elle est mal lunée, c'est qu'elle n'a pas entendu. Et on peut aussi travailler sur l'agencement des bureaux pour faire que une personne qui est sourde ne soit pas dos face à une porte, parce que sinon elle risque d'avoir une crise cardiaque à un moment. Donc de plutôt la positionner en perpendiculaire ou face à l'entrée dans la pièce, avoir des petits réflexes de allumer et éteindre la lumière pour signifier qu'on est là si la personne ne nous a pas vu. Voilà, un ensemble de petits points de connaissance et de réflexes qui vont permettre de mieux collaborer et de mieux respecter la personne malentendante ou sourde qui est dans son équipe de travail. On peut aussi avoir l'idée de faire monter en compétence une personne en LSF dans l'équipe de travail. Alors attention, en n'ayant pas le souhait de lui fixer
le rôle d'interface entre elle et la hiérarchie. Il faut effectivement là qu'on a affaire à des interprètes spécialisés qui soient vraiment dans l'interface et qui soient neutres par rapport à cette question-là. On ne peut pas embarquer une personne du collectif de travail dans le fait de faire l'interprète pour l'employeur. Et sinon, on peut avoir déjà, ne serait-ce qu'à la base, l'apprentissage de certains signes de base qui vont permettre de dire bonjour, au revoir, on va manger, le projet ou tel document. Voilà, on peut arriver à signifier pas mal de choses par le biais des signes, notamment les civilités premières. On peut réduire la part ou retirer des tâches impliquant du travail dans un environnement trop complexe, par exemple pour une personne. Essayer de faire qu'avec un jeu de roulement d'équipe ou avec des pauses ou avec quelque chose, on puisse faire que la personne soit moins dans cet environnement ou alors soit mieux protégée dans cet environnement. On peut aussi retirer, enfin préconiser à un moment à un employeur de retirer certaines tâches, effectivement, du fait de la situation de handicap de la personne et de l'impossibilité d'aménager cette partie-là du poste. On peut avoir des solutions avec l'équipe de travail pour des tâches contraintes, notamment des relais ou doublons pour permettre une régulation et un impact réduit des contraintes. On peut et on doit effectivement planifier, se rendre disponible pour des temps de rencontre, échange, reformulation avec interface ou interprète si besoin, parce qu'on sait que souvent ce qui se joue, c'est la bonne compréhension, l'entièreté de la compréhension du message, donc de la consigne, pour qu'elle puisse être opérationnalisée de la meilleure des façons. Ça se joue voilà, aussi sur un moment, on prend 5 minutes après la réunion pour reformuler les points essentiels, ou alors on fait voilà, telle rencontre en fin de semaine pour être bien sûr que toutes les informations sont bien passées, ont bien été comprises aussi, et puis on met en œuvre les moyens pour pouvoir le faire. On ne se passe pas aussi régulièrement d'échanger sur le temps de travail en tant que tel et sur l'organisation du temps de travail. À savoir qu'on a des personnes qui se lancent notamment sur des parcours d'insertion avec du travail à temps plein. Et au bout d'un moment, on se rend compte que même avec aménagement, le temps de travail à temps complet est compliqué pour la personne parce qu'elle a quand même des efforts de compensation à fournir. Il y a quand même une fatigabilité qui est derrière. Et puis la personne, elle n'est pas qu'une travailleuse, elle sort après de son travail et puis elle a d'autres activités derrière qui peuvent aussi la fatiguer et aussi la mettre dans une situation de complexité. Donc, on échange souvent sur le temps de travail, essayer de trouver des solutions par rapport à ça, trouver le juste compromis, ou alors si on laisse un temps de travail à temps plein, d'essayer de gérer peut-être mieux les horaires pour permettre des temps de récupération, peut-être des pauses un peu plus longues le midi ou peut-être un peu plus de pauses dans la journée. Voilà, on essaie de travailler aussi sur ces aspects-là quand il y a des contraintes au niveau technique. Et je voulais enfin, je regarde quand même le temps, il est un petit peu tard, donc je vous fais très rapidement cette dernière slide sur les autres solutions techniques, donc des casques par exemple qui permettent d'englober autour de la prothèse, parce que quand on appuie sur la prothèse, forcément, ça fait mal. On peut avoir des systèmes aussi de pager avec une alarme lumineuse ou une alarme de texte paramétrable, donc alarme incendie à tel endroit, ou tel collègue a besoin effectivement d'envoyer tel message à la personne sourde ou malentendante qui est située ailleurs. On peut avoir ce système aussi de communication compatible avec la boucle magnétique pour des longues distances. C'est-à-dire que là, on peut s'imaginer dans une usine, par exemple, avec une personne qui est à 200 mètres. Et ben, on peut communiquer avec cette personne à 200 mètres via cet outil et la personne peut avoir l'information qui lui arrive encore une fois directement à l'oreille. Alors, je n'aurai pas le temps de vous montrer cette vidéo, mais c'est un système qui s'appelle Smart Ear, ici, qui sont des systèmes de bornes lumineuses qui captent, enfin, on peut paramétrer et faire reconnaître divers sons, par exemple. Si on s'imagine chez soi, par exemple, la sonnerie de la porte, le four qui sonne ou telle alarme qui va sonner. Et donc, on peut paramétrer la sonnerie de la porte, ça va faire un petit voyant rouge. Le four, ça va faire un voyant bleu. Et l'autre alarme va faire un voyant vert. Comme ça, la personne voit la borne effectivement s'éclairer, s'afficher. Et du coup, elle sait de quoi il en retourne. Il y a un système de tap-tap également sur ces bornes, où quand on est dans un environnement de travail, on tape 2 fois sur la borne et ça fait clignoter la borne de la personne sourde à plusieurs mètres, plusieurs dizaines de mètres de là. Et la personne sait qui l'appelle et qui cherche à la joindre. On en arrive à la fin de la présentation de ces exemples et de ces situations d'aménagement de situations de travail et ces mécanismes de compensation du handicap. Je vous propose, si vous le souhaitez, de pouvoir déverrouiller vos caméras pour me poser vos questions si vous en avez. Je vous enverrai le diaporama de toute façon, pour que vous ayez les informations et les différents petits liens. Je vous rajouterai une ou deux petites choses aussi dessus, savoir voilà, si vous avez des questions par rapport à
par rapport à cette thématique et savoir si les outils qu'on a pu vous présenter là peuvent avoir à un moment une utilité à votre sens sur les situations que vous pouvez accompagner. Alors, j'entends un micro se déverrouiller. Juste pour vous dire que c'était très intéressant. D'accord, merci pour Merci votre retour. beaucoup, très clair et intéressant. Et alors moi, je suis médecin du travail et je trouve ça intéressant parce que quand on veut aménager un poste, c'est important de connaître ce qui existe pour pouvoir le proposer à bon escient et maintenir les gens dans l'emploi. Et effectivement, le handicap auditif, c'est quelque chose qu'on rencontre souvent. Donc, je prends tout ça et le compte-rendu avec plaisir aussi, que vous nous enverrez par mail, c'est ça ou, oui. Je vais vous faire un mail avec la présentation du jour. Alors, vous avez parfaitement raison de dire qu'à un moment, quand on connaît les solutions, on a une approche différente des situations parce qu'on peut rencontrer des situations qui nous paraissent à la base parfaitement étonnante. Moi, j'ai eu un médecin du travail qui m'a dit l'autre fois, j'hésite à mettre une aptitude à une personne qui va être recrutée parce qu'elle est vendeur en prêt-à-porter et elle est sourde, cette personne. Donc, je me demande bien comment elle peut faire sur son poste. Et donc, j'ai été la voir sur son poste. Alors, malheureusement, le Covid est arrivé juste derrière. Donc, vous imaginez que le port du masque pour une personne malentendante ou une personne sourde, c'est une vraie calamité. Voilà, depuis des mois, c'est une vraie calamité pour les personnes sourdes et malentendantes. Et on avait possibilité, effectivement, de travailler, puisque ce monsieur, il arrivait à travailler avant le masque. Il arrivait à travailler, à comprendre les gens et à pouvoir avoir un échange correct avec eux, enfin, en tout cas dans ce qui était attendu par son employeur. Donc même le médecin du travail était plutôt étonné de voir que quelqu'un de sourd ou vraiment malentendant au degré puisse être dans une situation de face-à-face clientèle permanente. Alors on a des attentions par rapport à la fatigabilité, par rapport à tout ceci effectivement autour. On allait travailler, alors malheureusement il était en arrêt dès que les masques sont apparus et je pense qu'il est toujours en arrêt aujourd'hui parce que c'était vraiment trop complexe. Mais il faut effectivement pouvoir amener en tout cas des éléments de compréhension sur ça et pouvoir trouver des mécanismes aussi organisationnels qui là auraient pu amener des solutions pour cette personne. Je pense qu'on aurait pu trouver un bon compromis, mais le Covid malheureusement a mis beaucoup de choses en travers de tout ça. Donc oui, quand on connaît les instruments techniques, on a moins de freins effectivement pour pouvoir le faire. Les personnes malentendantes ne sont pas forcément très connaissantes de tous ces dispositifs-là. Moi, à chaque fois que je parle des microphones adaptés ou des choses comme ça, on me regarde un peu de manière interrogative. Et pourtant, c'est une efficacité assez impressionnante, vraiment. Et après, il y a plein d'autres choses. Vous le savez, moi, j'ai des plans d'action qui peuvent à un moment faire 12 lignes parce qu'il y a une telle complexité dans la gestion des situations. Et puis, par moment, on a des contraintes aussi qui font qu'on ne peut pas financer un interprète toute la journée, etc. Donc, pour une infirmière que j'accompagne là, qui est dans un EHPAD, on va réussir a priori à financer 1 heure par jour une interprète pour qu'elle vienne aux transmissions, participer aux transmissions du matin avec l'équipe de nuit. Mais ce n'est pas facile parce qu'on arrive à des montants financiers qui ne sont pas égaux entre la reconnaissance lourdeur du handicap qui apporte une manne financière pour financer ça, qui est insuffisante pour les besoins concrets. Donc on échange avec le GFIP, on essaie de trouver des solutions parce que chaque situation est individuelle, on se doit d'étudier les postes, les situations et même comment les personnes vivent avec leur perception auditive pour pouvoir derrière générer le plan d'action le plus adéquat possible. Et je voulais enfin vous dire que si la connaissance de ces matériels-là est intéressante pour vous, on sera de plus en plus ressources par rapport à vous sur ces matériels-là, puisque le centre de ressources pour la compensation du handicap en emploi, il a cette vocation-là. C'est de vous aider effectivement à... Vous avez déjà assez de choses à faire au quotidien que de mener vos enquêtes sur chaque matériel et sur chaque dispositif. Donc, on vous partagera effectivement des collections et des supports sur ces outils de compensation et on n'hésitera pas à venir auprès de vous pour vous informer, vous former éventuellement sur certains outils, etc. pour que vous puissiez être au maximum de vos connaissances là-dessus pour pouvoir se dire mais attendez, le Cap Emploi m'a déjà parlé de ça pour une adaptation de poste. Ça peut valoir le coup parce qu'à un moment, on se dit une personne appareillée, on est au taquet par rapport à ce qu'on peut faire au niveau audition. Et pour autant, une personne appareillée a des grosses difficultés, généralement en situation de réunion. Alors, je n'ai pas parlé, mais on essaie souvent aussi d'engager de la pédagogie de réunion, c'est-à-dire éviter de se couper la parole tout le temps et que les gens soient à peu près clairs. Mais en situation de réunion, c'est une vraie complexité pour les personnes, même appareillées. C'est pour ça que ces matériels-là, ils permettent d'avoir
de faire regagner en termes d'équité, et la personne reçoit directement effectivement les sons dans ses appareillages. Ça, c'est extrêmement pertinent. Et puis, les solutions techniques évoluent au jour le jour aussi. Il y a des mécanismes et des matériels qu'on n'avait pas l'année dernière et qui sont extrêmement pertinents, donc c'est à suivre en fait. Et la veille, ça, on pourra être une vraie ressource pour vous pour la veille. Est-ce que d'autres médecins du travail qui ont participé aujourd'hui ont d'autres questions par rapport à ces matériels ou à ces situations? Voilà, n'hésitez pas, bon, sachant qu'on ne ferme pas boutique demain, hein, vous pouvez nous appeler ou appeler votre référent Cap Emploi, on vous répondra avec grand plaisir. Et après, si toutefois il n'y a plus de questions, je vais vous libérer de ce webinaire. Pas d'autres questions? Pas de questions pour moi. Je voulais juste vous remercier avant de me... Merci beaucoup, oui, c'est intéressant. Bon, j'espère que ça a répondu à vos attentes et que vous y voyez un peu plus clair sur certains outils ou certains points de vigilance qu'on peut avoir. Je pense qu'on en partage beaucoup, hein, mais c'est important pour nous de vous donner quelques clés supplémentaires un peu plus techniques sur ça, parce que ça vaut vraiment le coup. Et qu'il y a des solutions aujourd'hui et qu'encore une fois, il y a des financements qui peuvent atteindre 60, 70, 80, 90% par la GFIP. Donc voilà, financer un interprète à 90% toute l'année, c'est vraiment permettre à la personne d'être dans une situation de possibilité de communiquer sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle vit, et puis juste pouvoir échanger en réunion. On oublie ça, mais quelqu'un qui n'entend pas bien en réunion, elle ne peut pas rebondir, elle ne peut pas s'exprimer, elle peut pas. Donc tout ça, c'est suffisamment important pour qu'on s'en préoccupe. Et donc, on va pas s'arrêter demain d'être ressources par rapport à vous sur ces champs-là. En tout cas, merci beaucoup pour votre mobilisation et pour votre participation. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir.